Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, il y a eu une question à la fin sur le lactate et l'ammoniac, mais est-ce qu'il y aurait moyen de rappeler la différence entre les deux? Parce que la question est arrivée deux fois, donc s'il y avait moyen de faire un peu. Oui, d'accord. Donc, le lactate, en fait, à l'UNIF, je donne 2 heures de cours rien que sur le lactate. Donc, le lactate, parce qu'on en parle toujours, on en fait toujours un plat. Donc, le lactate, c'est quoi? Le lactate, pourquoi produit-on du lactate? Parce qu'on fait des exercices de haute intensité. Et donc, un joueur de foot a intérêt à pouvoir produire de grandes concentrations de lactate. Il a intérêt à pouvoir produire de hautes concentrations de lactate parce que s'il ne produit pas de hautes concentrations de lactate, eh bien, il ne va pas pouvoir courir aussi vite. Donc, c'est très important. Le problème du lactate, c'est que c'est accompagné d'une certaine acidose. Donc, au moment où on élève la concentration de lactate, on a un peu tendance à diminuer le pH. Et donc, cette diminution du pH, c'est elle, en fait, qui est la source de fatigue. Ce n'est pas vraiment le lactate qui est à la source de la fatigue, c'est le pH qui est la source de la fatigue. Et donc, ça va intervenir quand on fait, par exemple, des exercices de très haute intensité de manière répétée pendant le match. Ce n'est pas un problème 1 heure après le match. 1 heure après le match, c'est réglé. Mais pendant le match, ça va véritablement être une source de fatigue musculaire. Alors, que peut-on faire contre ça? Eh bien, s'entraîner. C'est-à-dire qu'on sait que l'entraînement va induire des adaptations qui font qu'on va avoir tendance à mieux tamponner, comme on dit, ce pH, c'est-à-dire on va mieux le réguler. Ça, c'est une solution. Donc, les gens bien entraînés régulent mieux ce pH. On peut également utiliser des stratégies de compléments alimentaires. Donc, chez les athlètes, par exemple, on fait ça très régulièrement, on peut utiliser des stratégies de compléments. Alors, le problème du foot, c'est que vous avez une saison qui est très longue. Et donc, quand on travaille avec des athlètes qui préparent un championnat du monde ou un championnat d'Europe, bon, il y a quelques courses pendant l'année, mais ils ne courent pas 2 fois par semaine, hein, ils courent quelques fois sur l'année. Donc, c'est pas trop compliqué de mettre en place des stratégies de suppléments alimentaires. Alors que chez les joueurs de foot, c'est un peu plus compliqué parce que ça voudrait dire qu'on doit le faire toute l'année. Et si on le fait toute l'année, ça va perdre en efficacité. Donc, mais on pourrait très bien imaginer de dire, voilà, quand il y a des matchs très importants, on sait qu'il va y avoir les playoffs. Bien, pour les playoffs, on va mettre en place une stratégie pour essayer alimentaire, pour essayer de limiter cette diminution du pH. C'est des choses qui ne sont pas compliquées à faire, hein. C'est des choses qu'on maîtrise actuellement très bien et qui, je pense, en tout cas, quand on voit l'évolution du foot moderne, hein, l'intensité du foot moderne, hein, je raconte, je ne l'aurais sans doute pas raconté il y a 20 ans, mais l'intensité du foot moderne, je pense que ce sont des stratégies qui, à mon avis, doivent être utilisées dans certains clubs. Je ne peux pas imaginer qu'ils ne le fassent pas. Donc ça, c'est pour l'aspect du lactate. Donc, arriver à produire de hautes concentrations de lactate, c'est très important parce que c'est ce qui conditionne de hautes intensités d'exercice. Et donc, il faut pouvoir le faire. Alors, l'ammoniac, c'est quoi l'ammoniac? En fait, c'est un produit qui est aussi source de fatigue et qui est aussi lié, mais par un autre mécanisme biochimique, on ne va pas rentrer dans la biochimie, qui est également lié à l'intensité de l'exercice. Donc, c'est parce qu'on fait des exercices intenses. Et en fait, cette élévation de la concentration d'ammoniac qui est produite dans le muscle et puis qui va être transférée dans le sang, et on peut la mesurer aisément dans le sang, c'est plus facile que dans le muscle, mais on peut la mesurer dans le muscle aussi. Pour la petite histoire, une dame qui a mesuré l'ammoniac dans le muscle, c'est Isa Yeltsin. Et Isa Yeltsin, c'est la femme de Jens Weinsberg. Voilà, vous connaissez les potins. Et donc cet ammoniac qui va augmenter dans le muscle, en fait, il va perturber en lui-même le fonctionnement du muscle. En fait, il va interagir avec ce qu'on appelle des protéines enzymatiques, des enzymes. Il va réduire l'activité des enzymes. Donc, augmenter la concentration en ammoniac, eh bien, je veux dire que c'est la conséquence normale d'exercices de haute intensité, mais ça va engendrer une fatigue qui est une fatigue musculaire. J'ai répondu, Pierre? Oui, parfait. Merci beaucoup, Marc. Il y avait une autre question, c'était sur comment éviter les crampes ou s'y préparer. Ben, on en a parlé, c'était en son temps. Mais certains des candidats sont permis de proposer des propositions, enfin, donc de proposer des solutions plutôt au niveau de l'alimentation. Donc, je vais reformuler la question. Est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle concernant la prévention des crampes? Alors, on n'a pas d'évidence scientifique qui démontre cela. Donc, il y a des gens, par exemple, qui prennent du magnésium, qui sont très contents en prenant du magnésium et qui réduisent le crampe au moment où ils prennent du magnésium.
quand on fait l'analyse scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qui nous montre des évidences, en disant oui, on peut répéter ça. Donc la science, c'est quoi? C'est réduire l'incertitude. Hein. On a des incertitudes, on essaie de réduire les incertitudes, et ça doit être réapplicable un grand nombre de fois. Donc ça, c'est vraiment la science. C'est de dire si je donne du magnésium et un type avait des crampes, il n'a plus de crampes, est-ce que c'est une preuve? Non. Si je le fais sur 200 types qui avaient des crampes, je donne du magnésium aux 200 et les 200 n'ont plus de crampes, alors j'ai une preuve scientifique. Donc c'est ça la différence. Donc de dire un type, un gars, oui, ça ne change rien. Et donc au moment où on fait ce genre d'études, et généralement on fait des études contre placebo, c'est-à-dire on donne du magnésium à certains et on ne donne rien à d'autres, ben, on ne peut pas. Donc pour l'instant, mais encore une fois, comme je dis, l'étiologie de la crampe, donc l'origine de la crampe, on la connaît encore que relativement peu. Il y a des choses qui sont apparues dans la littérature, mais il n'y a certainement pas d'unanimité pour dire faites ça et vous n'aurez plus de crampes à tous les coups. Je ne sais pas vous répondre. Ah, parfait. Parfait. Alors, j'enchaîne avec une question sur la température. Il y avait deux questions intéressantes là-dessus. La première, donc on a vu qu'il y avait une limite physiologique à 40 degrés qui bloquait la poursuite de l'activité physique. Mais est-ce qu'on peut préparer l'organisme à essayer de dépasser quand même ces 40 degrés ou c'est vraiment une barrière totalement infranchissable? Alors, il y a moyen, mais c'est dangereux. Parce qu'en fait, vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, mais je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain Tom Simpson qui est mort pendant l'ascension du mont Ventoux. En fait, qu'a fait Tom Simpson, c'est qu'il a fait une hyperthermie. Tour de France, je ne sais plus quelle année, mais il y a longtemps. En fait, il avait pris des amphétamines. Donc, il y a moyen de le faire pharmacologiquement. Et en fait, deux stratégies. Donc, les amphétamines, c'est ça. Donc, en fait, les amphétamines, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont, elles vont reculer le seuil. Donc, le cerveau ne va plus comprendre qu'on arrive à 40 degrés. Donc, le problème de dépasser 40 degrés, c'est qu'on se met en danger de mort. On fait une hyperthermie. Et donc, le problème de ces amphétamines, c'est qu'elles reculent le seuil, et entre eux, elles reculent le seuil d'alerte. Et donc, elles reculent le seuil dans lequel elles reculent l'alerte. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Tom Simpson. Bon, c'est un cas qui est connu, mais c'est bien connu des amphétamines. Il y a un deuxième type de drogue, enfin un deuxième type de médicament qui fait ça aussi, c'est certains antidépresseurs. On a des antidépresseurs qui sont ce qu'on appelle les inhibiteurs du réuptake de la sérotonine. Donc, ils ont exactement le même genre de propriétés, c'est-à-dire qu'ils vont donner le signal d'alarme trop tard. Et donc, c'est quelque chose qui a été fait en Belgique d'ailleurs. Ça, c'est Romain Meussen à la VUB qui a démontré ça. Et donc, je connais bien Romain. Il m'a dit, bon, dès que j'ai vu ça, j'ai écrit à l'Agence mondiale antidopage en leur disant, faites gaffe, parce que ça recule le seuil. Et donc, c'est très dangereux. Et effectivement, à ce moment-là, on a vu apparaître ce genre de drogue sur la liste des produits dopants, avec évidemment quelques précautions. Et donc, c'est vrai que, par exemple, les gens qui sont sous antidépresseurs, il faut faire fort attention quand on leur fait faire des exercices dans des conditions particulièrement chaudes. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de footballeurs de haut niveau qui sont sous antidépresseurs. Parfait, merci. Alors, question maintenant relative plutôt au froid. Donc, on a vu que le chaud pouvait se préparer, mais qu'en est-il du froid? Est-ce qu'il y a une fatigue qui peut être induite par le froid? Et donc, oui, non, mais peut-on alors s'adapter au froid? Je prends l'exemple des compétitions ici en Belgique. Pendant 2 mois, on va peut-être jouer par maximum 5 à 10 degrés. Est-ce que ça vaut la peine de se préparer à ces températures-là qui sont parfois extrêmes et dans le froid? Alors, 5 à 10 degrés, ce n'est pas un problème. Donc, le froid, effectivement, peut générer de la fatigue. Le froid génère essentiellement de la fatigue parce que la peau est froide. Donc, le signal, c'est un signal au niveau de la peau. C'est aussi un signal qui est transmis au niveau du système nerveux central. C'est toujours, Tim Noakes disait, c'est le grand gouverneur. C'est le cerveau qui est le grand gouverneur. Et donc, c'est toujours des signaux qui viennent de la périphérie et qui sont transmis au cerveau, et c'est lui qui va diriger. Et donc, c'est vrai, c'est une bonne question. Je n'avais pas pensé aborder ça pour le foot parce que je pensais qu'on n'était pas trop concerné. Mais c'est vrai que dans certains types d'activités, il peut faire très très froid. Donc, c'est véritablement le froid de la peau qui est le signal. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se couvrir. Là, la solution est très simple. Donc, pour le froid, ce qu'il faut faire, c'est se protéger contre le froid.
il faut se protéger avec des vêtements contre le froid. Et donc, il y a maintenant, je pense qu'on a des vêtements. Donc, par exemple, on a souvent ce problème avec les cyclistes. Hein. Les cyclistes, en début au labo, on suit les équipes cyclistes. Donc, les équipes cyclistes, au début de la saison, ils font de temps en temps des courses dans des conditions de froid qui sont vraiment des froids extrêmes. Et donc, c'était il y a quelques années un gros problème. Ça l'est beaucoup, beaucoup moins maintenant parce qu'en fait, on a des équipements qui permettent quand même, je ne vais pas dire de régler tout, mais qui permettent quand même de bien régler le problème. Donc, on s'adapte au chaud, on ne s'adapte pas au froid. La solution pour le froid, c'est de se protéger avec des vêtements. Ça va, parfait. Parce que la question qui vient, c'est est-ce que justement donc, cette protection au froid est suffisante? Parce que la plupart du temps, les clubs partent durant la période hivernale en stage, plutôt dans les pays chauds, alors que quand ils vont rentrer, ils vont rejouer dans le froid. Donc est-ce que ça nécessiterait plutôt de maintenir les stages dans un environnement froid pour être mieux préparé, ou la couverture des vêtements serait Ouais, suffisante? je comprends. Alors, normalement, la couverture des vêtements doit être suffisante. Je pense qu'il est normal dans un sport comme le football d'essayer de trouver des pays chauds pour s'entraîner parce que ça vous donne des conditions d'entraînement qui sont des conditions beaucoup plus confortables. Donc, ce n'est sans doute pas vrai dans tous les sports, mais typiquement un sport avec des exercices intermittents comme le football, où il y a des aspects, bien sûr, physiques, mais aussi des aspects tactiques, il y a aussi des aspects techniques. Donc, ça veut dire que dans les séances techniques et dans les séances tactiques, bah, généralement, l'intensité de l'exercice est quand même beaucoup plus faible. Et donc, ça donne un confort, je dirais, de travail qui est très nettement supérieur à partir du moment où on fait ça dans des conditions qui ne sont pas nécessairement extrêmement chaudes, mais qui sont agréables. Faire des séances tactiques quand il fait très froid, c'est quand même très pénible. Donc, je comprends les clubs qui vont plutôt vers le chaud, mais ce à quoi il faut faire fort, fort attention, c'est de bien recommander aux sportifs de s'habiller, de se protéger lorsqu'ils vont revenir, au froid. Et cela, je vais dire, jusqu'au moment où ils arrivent sur le terrain. Même sur le terrain, hein, on peut jouer au foot en l'eau, hein, c'est pas interdit par le règlement, que je sache. Donc, il est possible de mettre des gants, enfin, il est possible de se protéger même quand on joue. Et donc, ce qui est très important, c'est ce qui va se passer juste avant et ce qui se passe juste après. C'est directement, mais ça, maintenant, je pense qu'on voit ça quand les joueurs sortent. Souvent, ils remettent le dessus, ils ne remettent pas le dessous. Donc, il faut qu'ils se rhabillent dès qu'ils sortent de telle manière à éviter de prendre froid. Il y a d'autres stratégies. Hein. Ça paraît un peu ridicule, mais on peut prendre des bouillottes. Hein. C'est pas un problème. Il y a des stratégies ou des couvertures chauffantes, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur hein, de mettre en place des stratégies qui font que les joueurs soient dans les meilleures conditions avant et juste après le match. Pendant le match, on s'est modifié quelques trucs, mais on ne s'est pas modifié grand-chose. Tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, je pense qu'il faut toujours, pour toutes les conditions, faire en sorte que les joueurs soient dans les meilleures conditions de confort possible. Ça va, parfait. Il reste quelques petites questions, ça ira peut-être un peu plus vite. Une question sur le pré-cooling, idéalement combien de temps avant? Promis, j'en parle la semaine prochaine. Parfait, ok. Bon, ça va très vite. Question sur l'IGA, après l'effort, on estime qu'elle peut remonter après combien de temps? Ça dépend de la nature de l'exercice, mais une bonne question, ça, merci beaucoup. Donc, ça peut remonter dans les 24 heures si l'exercice, je dirais, est bien vécu, c'est-à-dire si on a fait l'exercice, on a fait le match et puis on récupère très vite, mais ça peut rester bas très longtemps si on est dans des phénomènes comme par exemple des phénomènes de surmenage ou de surentraînement. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a avec ce genre d'athlète, c'est que ça peut rester très longtemps. Donc une IGA qui reste basse très longtemps, c'est pas une bonne nouvelle. Ça doit remonter, ça doit remonter. Donc il est normal, hein, c'est pas un problème que ça descende. Il faut juste faire attention de ne pas choper une petite maladie à ce moment-là. Mais après, ça doit remonter. Si ça reste bas, c'est pas normal. Et ça reste bas pourquoi? Parce que le cortisol reste haut. Et le cortisol, c'est l'hormone de stress. En fait, les deux sont liés. Parfait. Alors, dernière question ici que j'ai pour le moment. C'est une question sur les déchirures. Donc, un candidat m'a fait part d'un témoignage. Apparition de déchirures malgré une absence totale de sensation de fatigue. Donc, qu'est-ce que vous faites
est-ce qu'il pourrait donc y avoir un lien ou quelque chose de caché sur un risque accru d'apparition de déchirures sans pour autant ressentir une fatigue musculaire ou autre type de fatigue au préalable? Donc j'imagine qu'on parle de la déchirure classique, la déchirure musculaire au niveau des ischio-jambiers. Hein. C'est là qu'on Oui. trouve ça en foot. Ça n'est pas nécessairement lié à un problème de fatigue. Donc là, ce qui est source de déchirure musculaire, la première source de déchirure musculaire, c'est déjà d'avoir fait une déchirure musculaire. Si vous en avez fait une, la probabilité d'en refaire une deuxième, ça augmente considérablement. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on va appeler l'équilibre musculaire entre les agonistes et les antagonistes. C'est-à-dire que souvent, on a des quadriceps qui sont hypertrophiés, des ischios qui ne sont pas suffisamment renforcés. Donc, on peut détecter ça par des systèmes par exemple, de testing isocinétique. On peut mesurer si les agonistes et les antagonistes sont bien développés. Et la troisième source, c'est l'amplitude articulaire. Donc le fait d'être suffisamment souple, comme on dit, d'avoir une amplitude articulaire suffisamment grande. Donc là-dessus, on sait jouer. On peut travailler ça, on peut faire de la prévention des blessures. Et dans les systèmes de prévention des blessures, il faut renforcer les agonistes, il faut les renforcer dans des caractères excentriques, hein, dans des modes de contraction excentriques. Il faut travailler l'amplitude articulaire. Mais ce n'est pas une garantie à 100%. C'est pas une garantie à 100%. La plus grande probabilité de faire une déchirure musculaire, c'est déjà d'en avoir fait une. Ça, c'est la plus grande. Donc, c'est répéter les problèmes. C'est quelque chose auquel il faut s'attarder très fort. Donc, quelqu'un qui a une déchirure musculaire, ce n'est pas anodin. Il faut vraiment s'en occuper. Il faut vraiment s'en occuper. Ça demande véritablement, donc ça demande un certain temps avant de pouvoir le remettre sur le terrain. Et puis, une fois qu'on peut le remettre sur le terrain, il faut continuer à s'occuper, faire de la prévention des blessures, donc renforcement et étirement, parce que ça risque de revenir. Ça risque de revenir très clairement, et ce n'est pas nécessairement lié à un phénomène de fatigue. Ok, parfait. Donc j'en profite aux candidats. Si vous avez des questions, c'est vraiment maintenant. Vous pouvez les envoyer via le chat ou éventuellement les poser en direct maintenant que tout est finalisé. Donc je vous laisse quelques instants pour poser vos questions si vous en avez encore. Sinon, j'en profite pendant ce temps-là donc pour vous rappeler que ce module-là, évidemment, est un module à la base des cours généraux. Donc, il y a un syllabus de cours qui est téléchargeable sur le site de l'ADEPS. Vous pourrez également télécharger le PowerPoint de la version plutôt générale. Et alors, vous devez savoir que cette présentation-ci est enregistrée, donc vous aurez l'occasion de la revoir. Donc voilà. Vous aurez évidemment de quoi pouvoir vous y préparer le plus possible. Moi, j'aimerais rebondir sur les nombreux points communs, les nombreux ponts de matière qui ont été effectués aujourd'hui par rapport aux anciens modules de cette formation-ci et les ponts pour le futur. Donc, M. Franco a insisté beaucoup sur le monitoring de charge, qui est un outil quand même intéressant. Ben, je vous l'ai dit, on en a vu une première partie au module 1 et on va aller de plus en plus loin dans les modules 2 et module 3. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir clairement des outils concrets pour minimiser les risques des blessures, minimiser un maximum la fatigue ou optimiser les périodes de récupération. Donc, vous allez recevoir évidemment un maximum d'informations là-dessus. Voilà. William, je voulais te proposer de reprendre la parole si tu veux placer un finish pour ce module-ci. Donc, je ne sais pas si tu m'entends, mais pas tous les participants. Oui, voilà. Je voudrais remercier mon ami Marc de s'être adapté aussi rapidement et de manière aussi brillante comme à son habitude sur un sujet fort prégnant pour les sportifs, pour les footballeurs, mais pour tous les sportifs. Effectivement, je pense qu'on a bien fait de scinder ce module-là en plusieurs parties et surtout de voir la richesse, malgré tous les échanges, malgré les difficultés et le peu d'habitude que les personnes qui participent à ce type de cours en termes de technologie ont. Mais bon, ça commence à bien fonctionner avec tout le monde et je remercie tout un chacun d'avoir participé. J'ai vu plusieurs personnes, plusieurs têtes qui avaient déjà validé ce cours-là dans le cycle classique des cours et qui sont revenus. J'espère que vous aurez vu une différence notable de transposition dans la réalité du football. Et voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie d'apporter
un éclairage scientifique de haut vol pour mieux comprendre et appréhender les problématiques de terrain et que vous auriez à partir de là des actions et des attitudes conformes aux prescrits et aux évidences scientifiques. Voilà. Moi, je vais juste vous envoyer, je l'envoie à l'instant même, puisque Polo vous a parlé des supports de cours. Vous savez que dans le module animé par aussi un des collaborateurs de Marc au laboratoire de physiologie d'exercice, Nicolas Benoît, qui a animé le module didactique des méthodes. Et donc, il a réalisé lui aussi un petit podcast dédié à la problématique de la fatigue et de la récupération. Et donc, ce sera un support complémentaire, puisque ce module 323 didactique des méthodes d'entraînement vient aussi appuyer tant les parties pratiques que animent Polo et Damien, Xavier et Jean-Louis pour la partie entraînement foot. Puis vous avez des modules où on séquence davantage les méthodes d'entraînement et l'organisation de l'entraînement, et puis les éclairages scientifiques. Et donc les trois angles d'approche de chaque sujet doivent être concomitants. Et donc là, vous avez encore un autre support intéressant. Et donc effectivement, comme Polo l'a dit, on a enregistré cet exposé. Donc je pense que c'est intéressant que vous puissiez vous le repasser, en retirer les messages essentiels, et puis d'enchaîner sur le cours de vendredi prochain. Marc, est-ce que tu peux refaire un petit teasing sur le cours de vendredi prochain, exactement ce qu'on va aborder? Oui, donc vendredi prochain, on va essayer de voir quelles sont les stratégies que l'on peut utiliser pour essayer de réduire cette fatigue. Comment peut-on réduire la fatigue, c'est-à-dire les méthodes, essentiellement les méthodes de récupération. Comment peut-on récupérer au mieux? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme méthode très concrète de récupération? Voilà. Si le mot de la fin pour moi, avant que peut-être si Jean-Louis veut donner aussi un petit mot, enfin faire un petit mot de synthèse, ou Damien, encore une fois, je vous remercie de votre présence. J'espère que la façon dont sont abordés les cours, et je compte d'avoir un briefing, un débriefing pour ceux qui ont suivi les cours de façon plus classique ou traditionnelle, plus généraux, avec cette façon-ci d'aborder les choses, pour voir l'intérêt que vous y portez, l'intérêt que vous y trouvez. Ça nous intéresse beaucoup, nous, pour faire évoluer en permanence le dispositif. Et donc, c'est important aussi pour nous d'apprendre par vos retours. Voilà, peut-être Jean-Louis ou Damien pour terminer. Moi, je vous revois très vite parce qu'on va vous envoyer le planning. D'autres cours s'annoncent avec des scientifiques. Le professeur Duchâteau va venir animer les modules, comme on vous l'a dit. Maintenant, j'ai eu la réponse aussi du professeur Guissard qui va justement parler de la problématique de l'amplitude ostéo-articulaire et musculo-tendineuse, puisque Marc en a parlé, c'était une problématique à tenir en compte pour les blessures. Donc voilà, on commence à bien s'organiser pour les cours à distance et remplir ces moments un peu compliqués de confinement. Merci à tous et à très bientôt. Damien, est-ce que… Non, comme tu veux, Jean-Louis, il n'y a pas de souci. Non, moi, je voudrais simplement remercier le professeur Marc Franco. C'était vraiment très intéressant. Je voudrais aussi remercier William parce que c'est vrai d'avoir cette opportunité de pouvoir faire venir quand même quelqu'un, un très grand expert scientifique, et de pouvoir participer à cette séance, c'était vraiment une réelle opportunité. Et je pense que c'est un projet pilote pour nous. Et je suis vraiment admiratif de ce qui est fait actuellement, à la fois grâce à William, et de pouvoir participer, de pouvoir inviter comme ça des experts, c'est vraiment merveilleux. Donc, voilà, je voudrais m'associer à tout le monde et vraiment remercier le professeur Franco, William et toute l'équipe là pour le travail qui est réalisé. C'est vraiment une belle, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, Damien, je te passe le relais. Ouais. Non, mais je ne vais pas ajouter grand-chose de plus. Également, remercier le professeur Franco et surtout à tous. Derrière cet exposé-là, il faut qu'il y ait un suivi de votre part, un suivi réflexif sur vos pratiques pour ceux qui jouent encore, et sur vos pratiques avec votre casquette d'entraîneur pour ce que vous devez gérer actuellement ou ce que vous gérerez dans le futur. Vous devez aller chercher tout ce que vous pouvez dans cette présentation de très très haute qualité pour pouvoir avoir un maximum de cordes à votre arc
dans la construction de votre méthode et de votre approche. Olo, je ne sais pas si tu as entamé, donc je propose que tu fermes le rideau. Parfait. Alors, je n'ai plus reçu de questions, donc je propose à tout le monde de se quitter ici. Donc, merci pour la participation, aussi bien via le Google Club que par le chat, et donc ça a permis d'avoir certains échanges. Je remercie encore une fois personnellement le professeur Marc Franco, et donc je vous souhaite une agréable fin de journée, de semaine, et on se revoit la semaine prochaine, donc mercredi, si je ne dis pas de bêtises, pour la suite des événements. Voilà. Bon week-end à tous et prenez soin de vous pour ce week-end pascal. Salut tout le monde. À tous. Merci à tous. Ciao. Ciao.